One shot. Allez, on y va. Mon texte est prêt. J'ai dû écrire un texte carrément. YouTube ici. C'est bon, c'est prêt. Chou. C'est parti. Beau sourire, motivation, énergie. Allez. Botelibota et Mbolo à toi qui as cliqué sur play sur cette vidéo et bienvenue dans un nouvel épisode de Biko Raconte. Aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, nous allons commencer une petite série de vidéos sur les cosmogénèses, les mythes et les légendes de certains peuples en Afrique. Le voyage dans cet épisode va nous emmener en Afrique de l'Ouest où nous allons découvrir la cosmogénèse des faunes du Bénin. Mais avant de commencer, je tiens à dire Adjarama, Matondo, Akiba, Masoma, Iniche, Ngeping, à tous ceux qui soutiennent la chaîne, à mes abonnés, à ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Et je voudrais aussi faire 2 ou 3 petits disclaimers. Le premier, c'est que nous allons juste survoler les histoires. Nous n'allons pas entrer en profondeur, donc je ne vais pas vous expliquer les choses mystiques que moi-même je ne comprends pas. Non, ça c'est la version accessible à tout le monde. Quand on parle de mythes, on parle d'histoires qui définissent l'identité culturelle d'un peuple et qui ont été transmises de génération en génération. Les mythes sont très puissants parce qu'ils fédèrent une culture autour d'histoires qui peuvent opposer les forces naturelles, les forces cosmiques, les héros. Et en réalité, c'est le mythe fondateur d'un peuple qui lui permet de répondre aux questions existentielles. L'origine de la vie, l'origine de l'univers, la mission de l'homme, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui arrive après la mort et même de la fin du monde. Donc, le mot mythe ici ne signifie pas que c'est faux ou vrai, mais le mot mythe fait vraiment référence à une histoire fondatrice, le socle de l'identité culturelle d'un peuple. Deuxième précision, c'est que vu qu'un mythe est transmis oralement, c'est normal qu'il y ait des variations de noms, de lieux, selon le peuple qui en parle. Et enfin, si je prononce mal un nom ou pas, comprenez que je ne suis pas de la région et en commentaire, dites-moi comment on le prononce en utilisant l'alphabet général des langues africaines qu'on enseigne sur psycholo.com. Ceci étant dit, je crois qu'on peut commencer. N'oublie pas ton like, ton partage, ton pouce bleu. Et c'est parti dans 5 années. C'est parti dans Fo, Be, Le, Ni, Tan. Maintenant, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que la cosmogénèse des faunes du Bénin est très similaire ou partage beaucoup de similitudes avec celle des Ewe, du Togo, des Adja et même des Yoruba. Chez les faunes du Bénin, les principales divinités sont Mawu et Lissa, qu'on appelle encore Segbo Lissa ou tout simplement Segbo, qui en fait forment une seule divinité androgyne qui s'appelle Mawu Lissa. La relation entre Mawu et Lissa est particulière. Tantôt, Lissa est décrit comme le fils de Mawu, comme son frère et même comme son mari. Ici, leur relation n'est pas sexuelle, mais vraiment une relation de complémentarité. Ils sont un peu comme les deux côtés d'une même pièce. Donc, tandis que Lissa va souvent être associée à l'esprit du soleil, de la chaleur, du feu, de la fureur et même de la punition, Mawu sera associé à la lune, à la douceur, à l'amour et ainsi de suite. Ce principe de la gémellité divine est en fait commun à plusieurs peuples en Afrique de l'Ouest. On a par exemple la paire Nana Boko au centre du Bénin et Chou Legba chez les Yoruba, Dada Sogbo chez les Ewe ou encore Amon Re à Kemet. Lissa est généralement représentée sous la forme d'un caméléon. Là, par exemple, sur cette image, la représentation de Lissa sous sa forme de caméléon avec le soleil à côté de lui sur les portes de l'ancien palais royal du Dahomey qui sont aujourd'hui stockés dans un centre de recel appelé musée en Europe. En ce qui concerne Mawu, la seule représentation qui existe d'elle se trouve aujourd'hui à Abomey et en général elle est présentée comme une femme portant un croissant lunaire à la poitrine généreuse et aux formes généreuses qui sont ici un symbole de fécondité et de maternité, donc de vie, de celle qui porte la vie. Et je veux dire que c'est pour ça que dans les standards de beauté en Afrique, les femmes aux formes généreuses, voluptueuses, sinueuses, courbeuses, douceuses sont souvent très appréciées des gens. Ça ne vient pas du ciel ou de trucs, c'est que c'est dans l'ADN des gens de regarder ça. Ce n'est pas...
Maou et Lisa sont donc des jumeaux qui sont les enfants de Nana Buruku ou Nana Buluku, qui est considérée comme la créatrice, la mère primordiale. Dans cette vision du monde-là, l'univers, toute la création, y compris Maou et Lisa, sont enfantés par une femme. La créatrice suprême est une femme. Et donc, ils sont complémentaires dans leur relation. Et l'histoire raconte qu'une fois que Nana Buruku a créé Maou et Lisa, elle les a laissés continuer le reste de la création et elle s'est retirée. Pour revenir à Maou, elle est la créatrice des âmes humaines. C'est pour ça que chez les Ewe, l'âme s'appelle Maou-Se, ce qui veut littéralement dire le Maou qui est en toi. Donc, la divinité ou la créatrice qui est en toi. Ce principe de la divinité de l'âme là est profondément ancré dans les valeurs et dans les cosmogénèses africaines. Dans la cosmogénèse fond, l'univers n'a pas été créé, mais il a été donc enfanté par Maou. Donc Maou est aussi celle qui veille sur la loi morale et attribue les récompenses aux gens selon leur vécu après leur mort. Le mythe de la création chez les fauves fait intervenir deux principaux protagonistes, la déesse Maou et le serpent cosmique Aido-Wedo. L'histoire raconte qu'une fois qu'elle a fini de créer les esprits de ses excréments et de façonner les hommes, Maou s'est rendu compte qu'ils auraient besoin d'un endroit où vivre. Elle est alors entrée dans la bouche du serpent cosmique et ils ont commencé leur voyage créateur et dans leur passage, ils ont commencé à former un monde en forme de calebasse. Lorsqu'ils se reposaient en fait, ces excréments s'accumulaient et donc c'est de là qu'on a eu toutes les montagnes. Donc c'est particulier ici de voir une créatrice et un serpent associés ensemble dans l'œuvre de création. Lorsqu'on fait le parallèle avec d'autres mythes créateurs où c'est plutôt le serpent et la femme qui ont mis le monde dans les problèmes, on comprend pourquoi le mythe revêt une place principale dans le paradigme d'un peuple. Je n'en dirai pas plus. C'est justement pour cette raison qu'aujourd'hui encore à Ouida, il y a tout un culte qui est voué au serpent, précisément au python. Il y a même tout un temple du python où tu peux aller te mettre les pythons sur la tête, les voir, parce que le serpent est considéré comme une créature sacrée dans la cosmogénèse fauve. La surface de la Terre fut modelée par les mouvements ondulants du serpent qui dessina les courbes des rivières et des vallées. Son parcours sinueux donnant à la Terre ses reliefs, ses collines ondoyantes, ses vallons. Ainsi naquirent les irrégularités du paysage où tout n'est que course et ondulation à l'image de la trace du serpent. Même le cordon ombilical est souvent associé soit à Dan, soit à Aido-Wedo. C'est en fait lui qui fait un peu le lien entre le monde visible et le monde invisible. C'est lui qui soutient la terre hors de l'eau. Et donc tu peux comprendre encore une fois pourquoi à Ouida, le python est un VIP et quand il arrive chez toi, c'est une bénédiction. Il n'est pas le méchant de l'histoire qui a parlé à la femme. Et il y a aussi un intéressant parallèle avec la tribu Kom qui se trouve aujourd'hui au nord-ouest du Cameroun. Parce que chez les Kom, on retrouve aussi l'image du serpent, mais l'image du serpent représente chez les Kom plutôt un ancêtre. L'histoire des Kom dit que un de leurs ancêtres fut mortellement blessé dans une bataille contre justement les fonds du Bénin. Mais avant de décider de ses blessures, il aurait dit à son peuple que lorsqu'il allait mourir, un serpent, python, apparaîtrait et qu'ils devaient suivre le serpent jusqu'à l'endroit où ils allaient habiter. Et c'est ce qui se serait passé. Le serpent apparu, ils ont suivi donc le python jusqu'à l'endroit où il réside aujourd'hui. Autre image très importante, c'est l'image de la calebasse parce qu'elle représente chez les fauves l'univers. En fait, les deux moitiés de la calebasse. Donc la première moitié représente le ciel et tout ce qui le constitue, la lune, le soleil, les étoiles. Et la deuxième moitié est une moitié remplie d'eau sur laquelle la terre flotte. Et alors, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de la création. Maou s'est rendu compte que plus elle créait les hommes, plus les montagnes se formaient, les roches, les animaux et tout ça, plus la terre s'affaissait et descendait, en fait, allait se noyer dans la deuxième moitié de la calebasse, donc allait s'immerger ou être submergée
par les flots. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé au serpent donc de s'enrouler sur toute la surface de la terre et de la maintenir hors des flots. Dans le paradigme des faunes, la terre est maintenue hors des flots par le serpent cosmique Aido-Wedo. Donc, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, ce serait Aido-Wedo qui sera en train de se déplacer pour adopter une position plus confortable. La cosmogénèse des faunes parle aussi de la fin du monde. Vu que Aido-Wedo est nourri au fer par des singes, c'est des singes qui vont le voir et le nourrissent de fer. Un jour, ses ressources finiront et Aido-Wedo va commencer à se mordre la queue. Et d'après la cosmogénèse faune, malheureusement, il se mangera la queue et là, il va lâcher la terre. Et la terre va se noyer dans des flots. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup de temps aussi à mettre dedans. Donc, dites-moi en commentaire ce que j'ai oublié de dire, complétez avec d'autres éléments. Vraiment, parlez en commentaire. Et moi, je vous dis, Matondo encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ainsi de suite. Et on se voit très bientôt pour le deuxième épisode de notre série sur les mythes, les légendes Afrique. Vous êtes sur Bikoland, histoire, culture, humour, authenticité, fraîcheur, nyanga. Et il me manque plus qu'à vous dire Mbolo. C'est bon.